On ne va pas forcément vous répéter la même chose. Quel est notre avis sur les indices? Je pense qu'en fait ici, vu le risque d'une hausse des taux obligataires aux États-Unis, évidemment, il y a peut-être un risque d'une correction sur le CAC 40. Le CAC 40 qui est, encore une fois, dans une tendance, on va dire, de pente faible depuis 2009. Je dirais en fait que nous sommes, et c'est la raison pour laquelle, techniquement parlant, pourquoi on est depuis 3 semaines aux alentours entre les 4220 points et les 4300, allez, 310 avec une mèche vers les 4350, et bien tout simplement, nous avons retracé 50% de la baisse entre 2007 et 2009. Donc nous sommes en train de travailler on va dire résistance, mais un niveau technique très important pour le CAC 40, pour la bourse de Paris. Et tant que nous n'avons pas de franche cassure de cette résistance, a priori, on pourrait peut-être avoir au moins une poursuite de on va dire, de ce ralentissement de cette hausse, et peut-être même une correction. Après, quels sont les objectifs à l'hausse? Évidemment, au-dessus des 4300 points, vous voyez ce niveau-là, c'est le retracement à 61,8% de toute la baisse entre 2007 et 2009. Cela se trouve vers les 4730 points. Et d'ailleurs, vous remarquez aussi qu'il y a, historiquement parlant, c'est un pivot, donc a priori, peut-être une résistance. Donc voilà, le CAC 40, honnêtement, c'est vrai que c'est une tendance haussière. Après, on peut quand même commencer à douter un petit peu du potentiel à la hausse, vu que les indices aussi sont très hauts et qui peuvent quand même faire un retour à la moyenne. Et maintenant, on va voir ce que Karen Penwell nous dit maintenant. Karen va nous donner maintenant sa vision en Ishimoku d'indice CAC 40 et vous allez constater qu'aucun signal de vente en effet n'a été donné. Bonjour à tous, donc je vais vous présenter en 3 écrans la situation sur le CAC 40. Donc là c'est la situation mensuelle qui est vraiment très explicite, à savoir que normalement quand on est dans un nuage, on est en zone d'équilibre, donc vous voyez que le CAC vient de traverser son nuage et qu'à la sortie du nuage, ça ne sort pas, il hésite énormément à sortir. Pour le moment on est au 15 novembre, donc il reste encore un demi-mois, et que pour le moment il s'est arrêté pile poil sur le sommet du nuage. Donc il faut savoir que ces droites-là sont extrêmement fortes. Et donc il s'est arrêté sur ce niveau-là. Donc pour le moment, on ne peut absolument pas dire s'il va retourner à l'intérieur du nuage ou s'il va sortir du nuage. Donc c'est une situation absolument complètement neutre. Alors maintenant, je vous mets en hebdomadaire. En hebdomadaire, donc vous avez une situation haussière qui est parfaite. À savoir que là, pour le moment, ça fait 4 semaines qu'on ne fait plus rien, mais on n'a absolument aucun signal baissier. C'est-à-dire que pour avoir un signal baissier en Ishimoku, le premier signal, c'est une cassure de cette droite-là, celle qui est la plus près des courbes. Et que vous voyez que là, on va la titiller, mais on ne la casse pas en clôture. Et là, on est même en train de remonter. Donc d'ici ce soir, de toute façon, on fait, par rapport au corps, un nouveau plus haut. D'accord? Donc en hebdomadaire, je n'ai vraiment aucun signal haussier. Elle est haussière, les pics sont haussiers, les deux droites sont haussières, la pente de ces droites est très haussière. Le seul petit bémol, mais vraiment minimal, c'est la Kijun qui se met à l'horizontale. Cette droite, quand elle se met à l'horizontale, ça veut dire la fin d'un mouvement. Pour le moment, c'est-à-dire c'est une pause dans le mouvement. Là, c'est une pause. On voit bien, ça fait 4 semaines que le CAC ne fait plus rien. Donc c'est bien une pause. Le nuage ici est haussier, donc c'est haussier. Maintenant, si je me mets en quotidien, donc là, on est descendu, on a eu 2 tentative de baisse en cassant cette droite-là qui aurait validé vraiment une baisse. Et vous voyez qu'à chaque fois, en fin de journée, on est remonté au-dessus. Là, même chose, ça c'était donc le 13. On a invalidé à nouveau ce signal et on vient de refaire 3 bougies. Et là, on repart vraiment à la hausse dans un certain sens, je dis bien dans l'immédiat, en ce sens où on est repassé au-dessus de la Tenkan, c'est-à-dire qu'on a éliminé absolument toute alerte baissière sur le CAC. Donc il faut se méfier parce qu'on est quand même, vous l'avez vu, sur le nuage mensuel, on est quand même sur une résistance qui est extrêmement forte. Si là on n'a pas, mais si on regarde un graphique trimestriel, on s'aperçoit qu'on est aussi sur un niveau extrêmement fort. Là pour le coup, c'est le CAC qui devrait rentrer dans un nuage au niveau trimestriel. Donc on a une sortie de nuage au niveau mensuel et une rentrée dans un nuage au niveau trimestriel. Donc on est vraiment sur une zone qui est en béton. D'accord? Donc on n'achète pas le CAC parce qu'on est sur des résistances, donc c'est pas prudent. On ne le vend pas non plus,
enfin de mon point de vue, je précise bien, je ne le vends pas tant que je n'ai pas de signal. Et là, pour le moment, je n'ai absolument aucun signal baissier. Et là, je dirais même aujourd'hui qu'on a invalidé toute possibilité baissière. Voilà. Donc voilà. Donc maintenant, on va vous donner notre opinion sur l'once d'or, notre actif qui intéresse beaucoup de monde. Donc ce graphique, c'est un graphique en données mensuelles, et Adrien, je vais te laisser le commenter. Justement, c'est mon graphique. Donc le graphique, c'est très simple, et à vrai dire, j'ai déjà expliqué mon point de vue sur l'or tout à l'heure lors de la pause de déjeuner. Ici, nous avons donc une tendance, malgré la baisse, et je vous rappelle qu'en avril, donc notre dernière conférence en avril, nous avions parlé quand même d'une baisse des métaux précieux, notamment de l'or. Et en effet, c'était le même jour, on a cassé un support très important à 1530 $ l'once, et par la suite, nous avons eu 2 séances de baisse de moins, je crois, on a fait moins 20% en 2 séances. Ici, maintenant, nous avons une stabilisation quand même depuis le mois de juillet. Grâce à plusieurs facteurs, notamment, au début, c'était des indicateurs chinois, notamment l'inflation, qui était au-dessus des attentes. Ensuite, il y avait la Fed qui hésitait justement à ralentir son programme d'assouplissement. En septembre, il n'y a pas eu de ralentissement du QE. Et maintenant, nous sommes donc dans une zone très critique, très importante, entre les 1250 et à la hausse les 1420-30. Donc c'est un range, et il faudra absolument sortir soit par le bas ou soit par le haut pour anticiper la suite. Il s'avère que si le dollar continue de monter, malgré Yellen, eh bien l'or pourrait bien casser les 1250. Et par la suite, j'aurais peur de ce qui pourrait se passer par la suite, parce que nous aurons probablement une poursuite de cette baisse vers les 1100 $ l'once, et peut-être même plus bas, jusqu'à 1000. Est-ce que je suis fortement baissier sur l'or? Non. Si vous me suivez déjà depuis juillet, vous savez que j'ai profité de la hausse cet été. J'essaie d'en profiter encore, mais nous sommes dans une situation très délicate, très difficile sur le marché des métaux précieux. Et donc justement, on va dire finalement que tant que l'on tient, et ça c'est la condition très importante, tant que l'on tient les plus bas du mois d'octobre, à 1250 $ l'once, on peut en effet espérer, cela va être énormément difficile, il va falloir un changement de psychologie de la part des opérateurs dans les prochaines semaines, prochains mois, et on pourrait espérer, moi je viserais à la hausse actuellement dans une optique de moyen terme, 1420. Mais encore là, il est très difficile de vouloir vous dire aujourd'hui, là on est sur des niveaux d'achat sur les métaux précieux, et c'est la stratégie préconisée, excuse-moi, parce que justement, nous pouvons casser le support et on peut jouer facilement la baisse sur cassure. Donc l'or, dans une situation très critique, les incertitudes vis-à-vis de la Fed expliquent la raison pour laquelle on ne fait pas grand-chose depuis le mois d'avril, juste après la baisse, depuis le mois de juin plutôt, et donc il faudra surveiller ce range. Alors, voilà. Donc, ça c'est ton graphique, donc exactement. Ok, bref, je te rends la parole sur l'argent, Adrien. C'est simplement pour reprendre le même raisonnement qu'on a eu tout à l'heure de superposition des phases du quantitative easing et des actifs financiers. On parlera du décompte dans la présentation qui suit sur l'approche fractale des marchés. Vous avez à nouveau le graphique de l'once d'or. Alors cette fois-ci, là, nous sommes en données journalières. Regardez tout en haut du graphique, partie supérieure droite, QI3, lancement du programme. Il y a un impact net de la baisse de l'once d'or avec le lancement de cette phase 3 du quantitative easing. On peut exprimer ça autrement, il y a une relation évidente entre la hausse du dollar américain depuis septembre 2012 et la baisse des métaux précieux, et la baisse notamment de l'once d'or. Depuis maintenant 3 semaines, le dollar américain rebondit fermement, donne des signaux d'achat d'ordre technique. On peut, je pense, envisager un retour sur les plus hauts du printemps dernier. Par contre, lui, l'once d'or ne fait pas de nouveau plus bas. Il est dans une espèce de phase latérale. Et je reviens sur ce que vient de dire Adrien, à savoir que les 1250, en fait la zone 1250 $, 1270, je pense conditionne le scénario de moyen long terme.
Moi, en fait, j'ai aucune conviction sur le fait que l'or, au printemps dernier, fait un point bas majeur à 1180 $. Clairement, rien pour l'instant me laisse défendre un tel scénario. La seule condition technique qui, pour le coup, vraiment me ferait défendre un point bas majeur atteint sur l'once d'or au printemps 2013, ce serait le franchissement des points hauts du mois d'août dernier. Je pense que c'était précisément le 28 août dernier, le franchissement donc, des 1433 $. Mais comment envisager un point bas majeur de l'once d'or si on a un scénario bullish sur le dollar américain? C'est vraiment là toute la complexité et il y a clairement une corrélation forte de toute façon entre dollar et les métaux précieux, puisque maintenant sur les marchés, la demande dite financière des métaux précieux est largement supérieure à la demande physique. Je te rends la parole, Adrian, sur l'argent. Tu vas retrouver donc ton graphique. Alors l'argent, c'est la même situation, parce que de toute façon, l'or et l'argent sont quasiment 100% corrélés positivement, donc quand l'or baisse, l'argent baisse aussi. La petite précision, par contre, il faut ne pas oublier que l'argent est quand même un métal industriel. Donc en fait, à la fois, il est un métal industriel et monétaire, l'or qui est plutôt juste un métal monétaire, donc une monnaie. Donc l'argent, la raison pour laquelle je serais quand même un petit peu méfiant sur le plan fondamental d'une nouvelle baisse de l'argent, c'est que tout simplement, on parle d'un métal utilisé dans la construction. Et dans la construction, notamment dans des pays comme la Chine, comme les États-Unis, où le marché de l'immobilier, quand même, il se reprend pas mal de ces dernières années. Donc, il ne faut pas oublier les fondamentaux. Ceci dit, clairement, nous pouvons avoir des situations sur le marché de l'argent où cela devient vraiment du n'importe quoi, comme la bulle que nous avons vue en 2011, qui s'est éclatée, et depuis, nous avons donc une poursuite de cette correction de ce qui était vraiment une exagération sur le marché. Donc l'argent, a priori, nous sommes aujourd'hui aux alentours des 20-50 $ l'once. Si l'on casse ce niveau à la baisse, évidemment, on va aller chercher les plus bas annuels, c'était les 18-40, peut-être quand même plus bas, jusqu'à par exemple 17, peut-être même un excès du marché jusqu'à 15, je ne sais pas. Dans tous les cas, sachez que cette année, suite à la chute des métaux, suite à la forte chute de l'argent, il y a eu des mines, en Amérique du Sud notamment, où je crois une bonne partie, au moins 30% de la production annuelle se trouve, et bien il y a pas mal de mines qui ont fermé, parce que le prix de l'argent est trop bas pour justement justifier l'extraction. Voilà, l'extraction. Et justement l'investissement. Donc si le prix continue de baisser, il y aura en fait moins d'investissement sur ce marché-là. Sur le long terme, donc, il y aura un facteur de stabilisation, tout simplement moins de production, et donc, par rapport à la demande, moins d'offres. Et donc, a priori, cela pourrait sur le long terme être un facteur de stabilisation. Après, encore une fois, il faudra que maintenant, côté aux États-Unis, avec la Fed, il faudra que, oui, en effet, le dollar américain baisse et puis les métaux s'apprécient. Il faudra absolument que l'argent remonte au-dessus, par exemple, je crois, au-dessus des 23 $ l'once pour espérer de nouveau un retour vers les 25 et puis peut-être même 28 par la suite. Donc il y a des conditions, il ne faut pas oublier les fondamentaux ici. Et a priori, en fait, selon le graphique que vous voyez ici, nous ne sommes clairement pas prêts pour une nouvelle reprise de ce marché. Donc, merci Adrien. Donc à nouveau, on fonctionne beaucoup comme ça chez DLFX, on associe les différentes méthodes d'analyse technique. On a vu l'argent selon plusieurs aspects, merci Adrien. Maintenant l'argent en Ichimoku. Donc je vous présenterai qu'un seul graphique parce que c'est celui qui est le plus parlant et qui va dans le sens de ce que dit Adrian, c'est-à-dire que l'argent est fortement baissier en Ichimoku avec un support qui est à 15 $, qui se situe à ce niveau-là, qui correspond à cette Kijun-là. Donc pourquoi je dis que c'est fortement baissier? Parce que vous avez cette droite-là qui pique vraiment vers le bas, vous avez cette droite-là qui pique non seulement vers le bas, mais qui en plus est sortie du nuage par le bas. Donc les prix sont passés de l'autre côté du nuage, donc quand on est d'un côté du nuage, c'est tendance haussière, quand on est en dessous du nuage, c'est tendance baissière. Donc les prix ont validé la baisse. Les prix sont en tendance baissière, vous savez, c'est deux droites qui le confirment. Et enfin, vous avez cette dernière droite retardée qui, elle, a aussi cassé sa Kijun et qui est en tendance baissière.
Donc on est baissier sur l'argent, il n'y a pas de doute là-dessus. Éventuellement, pour jouer la baisse, il faudra attendre de revenir sur ce point bas-là qui est à 19, on va dire 19,40 pour faire simple, 19,50. Et le point à viser, il est ici, parce que vous voyez que c'est un nuage fin qui est là. Donc la lagging span va descendre là, les prix vont descendre là, parce que le support est à ce niveau-là. Donc là, on a un cluster de support, une zone de support, pardon, qui se trouve entre 15, ce que vous a dit Adrien, et à peu près 12,55. Voilà, donc l'argent est définitivement baissier, sans doute sur un graphique mensuel de toute façon. Merci Karine. Alors, on s'est déjà beaucoup exprimé sur les indices, on vous a montré beaucoup de graphiques de long terme, je pense que vous connaissez le topo et a priori Ishimoku est d'accord. Nous sommes sous des résistances importantes, c'est donc difficile d'acheter lorsqu'on n'a pas déjà des positions haussières construites bien avant dans le marché. Et c'est aussi difficile de vendre parce qu'on n'a pas de signal de vente, mais au moins vendre maintenant permet de mettre un stop sous les récents tops de marché. Donc les indices, on ne va pas vous remontrer graphique du S&P 500, on avait un graphique du Dow Jones. Concrètement, nous sommes sous des résistances majeures, on connaît le topo, pour l'instant ce sont des marchés complètement plats. Donc ce que je vous propose, c'est de parler un peu des devises et puis avoir ton avis, Adrien, sur la paire euro-dollar. Alors, donc ça c'est un graphique en fait que j'ai inclus dans mes prévisions trimestrielles justement au début d'octobre. Ce graphique en fait qui montre clairement que nous avons, maintenant on le sait, hein, un retournement de la paire euro-dollar sous une résistance, une forte résistance à 1,38. Alors il s'agit en fait, comme vous le voyez, du retracement à 61,8%, excuse-moi, du Fibonacci pris depuis les plus hauts de 2010 jusqu'au plus bas de 2011 jusqu'au plus bas de 2012. Et là, nous avons donc un retournement il y a 2 semaines. En plus, nous avons une ligne de tendance, donc tout est là, tout était là il y a 2-3 semaines sur les graphiques de prix pour que l'euro-dollar reparte à la baisse. Maintenant, il fallait un catalyseur. Quel était le catalyseur? Tout simplement, cela a commencé avec les chiffres d'inflation en zone euro, qui ont montré une forte désactivation